Deuxième partie de ce cours sur la contrainte énergie-climat, en regardant plus particulièrement le CO2 dans les énergies et le CO2 dans l'électricité en France. C'est un cours assez important puisqu'on va parler un petit peu bilan carbone en termes d'énergie. Alors, le CO2 dans les énergies, effectivement, est-ce que les énergies émettent du CO2 lorsqu'on les utilise? On va regarder ça un petit peu. Quelle énergie fossile émet le plus de CO2? C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Quelle énergie fossile en émet le moins? Et le CO2 dans l'électricité, voilà un petit peu les questions qu'on se pose. Alors, le CO2 dans les énergies, ben, on va déjà donner les chiffres, hein, c'est-à-dire on les exprime en grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, lorsqu'on brûle 1 kilowattheure, par exemple, de charbon, on émet 343 grammes de CO2. Pour obtenir la même chaleur avec du fioul lourd, on va émettre 282 grammes de CO2. Le gasoil va émettre, lui, 271 grammes de CO2, quand le kérosène va en émettre 267. Donc on est là, vous voyez, avec des valeurs qui sont assez proches parce que ce sont des produits pétroliers. Alors, ils n'ont pas tous le même pouvoir calorique. On voit que effectivement le kérosène est sans doute, en tout cas en densité d'énergie, le kérosène est un petit peu mieux. L'essence en émet 264 et le GPL, le gaz de pétrole liquéfié, en émet 231. Le gaz naturel, lui, en émet 206. Donc, dans l'ensemble de nos énergies fossiles, le gaz naturel, vous voyez, n'émet que 206 grammes de CO2 pour produire 1 kWh, alors que le charbon en émet 343. Dit autrement, se chauffer au charbon, avec un moyen de chauffage qui a la même efficacité qu'une chaudière au gaz naturel, émet plus de 50% de plus, 60-70% de plus de CO2 que se chauffer au gaz naturel. Et de la même façon, si on utilise du fuel, alors là c'est un petit peu moins, mais on fait tout simplement une économie de 40% de CO2 lorsqu'on se chauffe au gaz naturel. Donc passer d'un chauffage au fuel à un chauffage au gaz, c'est réduire de 40% ces émissions de CO2. Et quand on prend en compte le fait qu'une chaudière au gaz récente amènera très vraisemblablement, en étant une chaudière à condensation, une amélioration du rendement d'environ 10%, on voit que l'économie de CO2 derrière son mode de chauffage est quand même extrêmement sensible. L'idée, ça serait de taxer le fuel lourd, le fuel pour qui sert le fuel, le gasoil, excusez-moi, donc non le fuel domestique, qui sert essentiellement au chauffage, pour inciter les gens à s'équiper d'un autre moyen de chauffage. Alors, pourquoi pas gaz naturel, mais pourquoi pas pompe à chaleur ou autre. Les déchets ménagers, eux, j'y reviendrai un peu plus tard, ont une émission de CO2 de 149 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà, donc pour 1 kWh de chaleur, le gaz naturel émet le moins de CO2, le charbon en émet le plus. Alors regardons un petit peu le contenu moyen du CO2 dans l'électricité. Si on regarde notre parc nucléaire, de centrales pour produire de l'électricité, on voit que 74% de notre électricité est d'origine nucléaire, 12% hydraulique, 11% thermique. Ces 11% thermiques se répartissent en 51% de gaz, 13% de fioul, 32% de charbon, 4% autres, et un petit peu d'énergie renouvelable pour 2,7%, avec de l'éolien très majoritairement, du photovoltaïque et d'autres sources d'énergie renouvelable qui seront utilisées. Voilà. Alors, petite question, on va donner les chiffres donc qu'on vient de voir sur le fioul lourd qui est utilisé pour la production d'électricité, le gaz naturel et le charbon. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel est le contenu moyen en CO2 d'un kilowattheure électrique, sachant qu'on a cette répartition. Alors, c'est tout simplement une histoire de proportion. La première idée serait de dire que le contenu en CO2, on prend nos 11% de thermique, hydraulique c'est 0, nucléaire c'est 0, énergie renouvelable c'est 0, donc on prend nos 11% de thermique, notre fuel à 13%, on multiplie par le contenu CO2 du fuel lourd, 282, on prend nos 51% x 0,11, donc
de gaz, et on a multiplie par 206 grammes, etc. On prend les 0,32 ici. Qu'est-ce qu'on fait des 4%? Bah, soit on dit que c'est négligeable, qu'on ne le prend pas en compte, soit on prend un contenu moyen avec le fuel, le gaz, le charbon, soit on prend un contenu max et on sait qu'on est sur une valeur plutôt élevée, soit on prend un contenu, bon bref, peu importe, on peut faire des choix, le principal est d'être au courant des choix qu'on a fait pour obtenir un chiffre. Ça nous fait environ 30 grammes. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que pour produire 1 kWh d'électricité, il faut en brûler environ 2,4 dans les centrales. Donc ce chiffre-là, il faut le multiplier à peu près par 2,4. Le rendement est d'environ 40%. Alors c'est quelque chose de compliqué de parler du rendement global de la production d'électricité. En réalité, il faut simplement prendre les rendements des centrales charbon, etc. C'est un calcul qui n'est pas forcément très simple. Mais en première approximation, on peut parler de 65 grammes de CO2 par kilowattheure. Mais encore une fois, ce n'est pas si simple. Il faut aussi prendre en compte les exportations et importations d'électricité. Alors, en temps normal, pas ce qui se passe en ce moment, vu que nos principales centrales, enfin qu'une grande partie de notre parc nucléaire est à l'arrêt. En temps normal, on exporte une électricité d'origine nucléaire l'été vers l'Allemagne. Et l'hiver, quand on est en manque d'électricité, on importe de l'Allemagne, entre autres, mais une électricité très carbonée. Donc en fait, dans ces deux opérations, on vient réduire un petit peu la part d'énergie non carbonée dans notre mix électrique et on vient augmenter le contenu CO2 du kilowattheure, etc. Donc on a des organismes qui font ce calcul pour nous. Et qui nous permettent d'avoir des valeurs du contenu carbone de l'électricité. Et du coup, quand on va voir ce que nous racontent ces organismes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chiffres. Alors ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que l'électricité, le contenu carbone de l'électricité, c'est vraiment pas quelque chose de simple. Pour le gaz, il n'y a pas de souci. Vous prenez du gaz pour vous chauffer, pour faire un café, pour quoi que ce soit d'autre, pour faire de l'eau chaude, c'est pareil. C'est toujours le même contenu de CO2. Vous prenez de l'électricité pour faire de l'éclairage résidentiel, eh bien, c'est 116 grammes de CO2 en valeur moyenne. Vous le prenez pour faire de l'éclairage tertiaire, donc vous faites de l'éclairage dans tous les cas, c'est 80 grammes de CO2. Pourquoi? Tout simplement parce que l'éclairage tertiaire a plutôt lieu dans la journée, que globalement, l'éclairage s'arrête vers 17-18 heures et commence le matin, alors que l'éclairage résidentiel, lui, il a plutôt lieu le matin quand on est chez soi et le soir quand on est chez soi. Oui. En fait, au mauvais moment, le matin et le soir vers 19 heures, après 20 heures, 22 heures, en général, c'est éteint. Et comme nos centrales fonctionnent un petit peu d'une façon qui n'est pas uniforme, ce n'est pas la même répartition des différentes énergies dans la journée et le soir. Donc ce n'est pas le même contenu en CO2 le matin, le midi, le soir, la nuit. Ce n'est pas le même contenu CO2 en hiver, en été, au printemps, en automne. Et donc, à travers de savants calculs qui sont surtout de grosses approximations, vous voyez les plages qui sont données, les plages de variation, hein, c'est pas de la louche, mais pas loin, qui sont données. Mais ce qu'on doit retenir de cela, c'est que effectivement, suivant l'appareil électrique qu'on utilise, en réalité, suivant l'heure à laquelle on utilise de l'électricité, suivant l'heure, la période de l'année à laquelle on utilise de l'électricité, on n'émet pas la même quantité d'électricité. Pour faire simple, la nuit, en général, on émet moins de CO2 lorsqu'on utilise l'électricité, et l'été, on émet moins de CO2 que l'hiver quand on utilise l'électricité. Et donc, le pire du pire, c'est l'été en journée, c'est l'hiver en journée, et le mieux du mieux, c'est la nuit en hiver. C'est la nuit en été. Excusez-moi, je reprends. Le plus émetteur de CO2, c'est en journée l'hiver, et le moins émetteur de CO2, c'est la nuit en été. Voilà. Donc, on utilisera ces contenus pour faire un bilan carbone. On a des indicateurs simplifiés. L'éclairage, c'est 100 grammes. Le chauffage, c'est 180 grammes. Le chauffage, on l'utilise en hiver. L'éclairage toute l'année. Les usages intermittents, c'est la machine à laver, le café, etc. que l'on a. Et l'usage
de base, eh bien, c'est tout ce qui fonctionne un petit peu en continu, nos réfrigérateurs, notre production d'eau chaude sanitaire, s'il y a des climatisations qui sont en marche toute l'année, etc. Voilà. Alors ça, déjà, c'est un premier élément, c'est ce qu'on appelle le contenu moyen par usage. Et donc, à retenir, ce qui est vraiment important, c'est que le contenu carbone ou CO2 de l'électricité dépend de son usage. Encore une fois, c'est vraiment contre-intuitif, mais en fonction de ce qu'on fait de l'électricité, on n'a pas le même contenu carbone. Encore une fois, sous-entendu derrière, le moment où on utilise de l'électricité, utiliser son électricité le matin, la nuit, en été, en hiver, eh ben, ce ne sont pas la même répartition des centrales, fuel, charbon, nucléaire, hydraulique qui fonctionnent derrière. Et donc, ce n'est pas le même contenu carbone. Si on prend en compte qu'en hiver, on importe de l'électricité, si on prend en compte qu'en été ou la nuit, l'électricité est essentiellement nucléaire, on a un contenu moyen, donc au final de tout ça, pour faire le bilan carbone d'une installation. Alors, ce contenu moyen, il est donné par l'ADEME. Lorsqu'on fait un bilan carbone, on utilise le contenu moyen. Maintenant, on a autre chose, une autre vision, qui est celle du contenu marginal. Alors, cette histoire de contenu marginal, on va l'utiliser lorsqu'on fait une modification ou une création d'installation. Il faut bien comprendre qu'au fur et à mesure que la consommation d'électricité monte, on ne met pas en marche toutes les centrales avec le même niveau d'utilisation. On met d'abord les centrales qui sont les moins polluantes en marche, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées dans leur capacité à 100%. Puis, si la consommation continue à augmenter, on met des centrales qui sont un peu plus polluantes, jusqu'à ce qu'elles soient au maximum de leur utilisation, etc. Et au final, on met en marche les centrales les plus polluantes à la fin. Et donc, lorsque l'on vient rajouter un appareil, lorsqu'on vient rajouter une consommation sur le réseau d'électricité, c'est la dernière centrale mise en marche qui va devoir produire le surplus d'électricité. Et donc, le contenu carbone associé à cet ajout de consommation n'est pas le contenu moyen de l'ensemble des centrales, mais c'est le contenu de la centrale qui pollue le plus. Inversement, si je réduis ma consommation, si je fais une modification qui vient réduire la demande en électricité, c'est de la même façon la centrale qui est la plus polluante qui verra sa consommation diminuer, donc l'impact en termes d'émissions de CO2 sera relativement important. Alors, c'est vraiment un raisonnement qu'il est important d'avoir en tête, hein, et on a à ce moment-là la méthode marginale. On se retrouve donc avec deux séries de chiffres, la méthode moyenne pour faire des bilans carbone, la méthode marginale pour faire le calcul de l'impact d'une modification d'installation, soit à l'ajout, soit à la baisse de la consommation d'électricité, soit en ajout, soit en baisse de la consommation d'électricité. Et on voit que les valeurs sont totalement différentes. On voit qu'en gros, on est entre 40 et 180 grammes de CO2 par kilowattheure pour le bilan, et en contenu marginal, on est plutôt autour de 500-600. Déjà, les variations sont beaucoup plus faibles, et c'est assez logique. Les centrales qui polluent le plus, c'est un peu toujours les mêmes, ce sont nos centrales charbon ou fioul. Donc le contenu marginal, bah, ça sera peut-être en usage de base plutôt du fuel qui se mettra pas en marche, et du charbon à la fin. Vous voyez? Donc on a des valeurs qui sont relativement proches et qui d'ailleurs ne vont pas fondamentalement beaucoup changer d'un pays à l'autre, puisqu'on a tous à peu près les mêmes centrales crado qui fonctionnent à la fin et qu'on essaye d'utiliser. Et lorsqu'on diminue notre consommation, eh bien, on libère un petit peu de consommation sur ces centrales. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir un petit peu en tête. Finalement, lorsqu'on réduit sa consommation, en particulier sur les heures de forte demande, eh bien, on a un impact finalement relativement important sur les émissions de CO2. Alors, on retient que le contenu marginal est très supérieur au contenu moyen. Alors, vous le voyez, les concepts d'énergie primaire, secondaire, finale sont nouveaux. Hein,
on a un peu de mal à les faire passer dans la population, mais c'est vrai qu'un raisonnement d'éco-conception, un raisonnement complet sur la chaîne énergétique fait intervenir la notion d'énergie primaire et secondaire. On verra dans le cours sur l'analyse du cycle de vie qu'on fera apparaître encore une autre énergie qu'on appelle l'énergie grise, qui n'a pas encore été pris en compte ici dans notre analyse. On voit aussi que les rendements, ça varie d'une norme à l'autre, que tout ça, ça dépend des usages, ça dépend d'hypothèses simplificatrices, parce qu'on ne peut pas avoir accès à l'ensemble des données d'un pays, de tous ses appareils, de toutes ses centrales, etc. Donc, on a des choix de rendement, par exemple, pour l'éolien, un ratio de 1 pour 1, etc., qui sont utilisés. Donc, il faut regarder précisément lorsqu'on nous parle de tout ça, il faut être précis dans ce qu'on regarde, sinon on est amené à faire des raisonnements qui sont biaisés. Il va falloir donc prendre en compte l'ensemble de la chaîne énergétique pour parler de notre rendement d'éco-conception et d'aller de la nature jusqu'au service rendu. Nature, j'entends prélèvement d'énergie dans la nature jusqu'au service rendu. Et donc d'une manière large, ne pas parler simplement de l'énergie utile, mais du service que l'on rend avec cette énergie utile. Donc c'est un cran plus loin et on peut se poser à chaque fois la question du service rendu. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de rendre ce service typiquement, on met de l'éclairage, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se mettre à côté d'une fenêtre plutôt que de remplacer un éclairage par un éclairage LED? C'est aussi bête que ça. Attention à tous les raisonnements qui vont partir d'un vecteur énergétique, hydrogène, électricité, air comprimé par exemple, on l'avait déjà vu. Alors on termine un petit peu. Quelle est l'énergie fossile qui émet le plus de CO2? Le petit résumé. Donc l'énergie fossile qui émet le plus de CO2 par kilowattheure, c'est le charbon, bien évidemment. Celui qui en émet le moins, c'est le gaz dans les énergies fossiles. Pourquoi l'utilisation électrique émet du CO2? Tout simplement parce que l'électricité en soi, il n'y a pas de CO2, mais pour produire l'électricité, il nous faut des énergies. Et dans ces énergies, généralement, on a au moins un peu de gaz, un peu de charbon, un peu de fioul. Voilà. Pourquoi les émissions de CO2 sont liées à l'usage de l'électricité? Parce que l'usage de l'électricité dépend de la période dans la journée où, en moyenne, on utilise notre électricité et que l'utilisation des capacités de production d'électricité varie en fonction du jour, de l'heure, de l'année, etc. Quand est-ce qu'on utilise le contenu moyen du CO2 de l'électricité? Eh bien, on l'utilise pour faire un bilan carbone, pour faire le bilan des émissions de CO2 liées à une installation. Quand utiliser le contenu marginal de l'électricité? Eh bien, pour faire l'étude de l'impact d'un changement d'installation, c'est-à-dire de soit l'ajout, soit le retrait d'une consommation d'électricité, à condition que cet ajout ou ce retrait soit marginal à l'échelle du réseau électrique du pays, ce qui est généralement le cas. Voilà, donc c'était un cours un petit peu intéressant. Je pense que là-dedans, le plus difficile, c'est vraiment les histoires du contenu carbone de l'électricité. C'est des choses qui sont généralement très mal maîtrisées et qui amènent souvent à des raisonnements qui sont vraiment pas corrects. Donc, il faut essayer de maîtriser les notions qui sont derrière cela.